Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Anne-Marie Fortin, bienvenue à Sur le pouce carré, premier balado de Pouce carré qui vous parle de littérature jeunesse. Je suis en compagnie de Rose Carrière-Degnaud. Bonjour Rose. Allô Anne-Marie. Comment ça va? Ça va très bien toi? Ça va bien, un peu fébrile? Oui. Oui, hein, c'est excitant quand même. Un premier balado, on a décidé donc d'utiliser cette formule-là pour vous parler de littérature. On trouvait que c'était une façon intéressante d'être dans vos oreilles pour vous parler de livres. Je vais commencer, si vous permettez, par faire une petite présentation de Pouce carré, vous expliquer ce qu'on est. Je ne ferai pas ça à chaque épisode, mais comme c'est le premier, je pense que... Ben oui. On va se le permettre. Alors, Pouce carré, c'est une entreprise québécoise qui existe depuis 2022. On a 4 ans, ce mois-ci, en fait, en février. Bonne fête! Bonne fête, Pouce carré, 4 ans. Et donc, notre mandat principal chez Pouce carré, c'est de travailler à la diffusion de la littérature jeunesse. On fait ça de différentes façons. On a, entre autres, une partie de notre entreprise qui est en diffusion littéraire pour les maisons d'édition. Donc, on est vraiment des représentants pour les maisons d'édition. À peu près 25 maisons d'édition maintenant qui travaillent avec nous pour qu'on aille parler de leurs livres aux acheteurs, en fait, dans les milieux scolaires, que ce soit les écoles, les centres de services, même les milieux communautaires, les bibliothèques, milieux municipaux, partout au Québec et dans la francophonie canadienne. On a aussi tout un volet de formation. Donc, on donne de la formation aux professionnels sur la littérature jeunesse et l'animation du livre en milieu scolaire et en milieu d'animation et de médiation de la lecture. On a tout un volet qui s'appelle Autres tâches connexes. En fait, le fait d'avoir une entreprise, c'est aussi de pouvoir choisir des projets qui nous intéressent. Puis en fait, tout ce qui concerne la littérature jeunesse et adolescente, puis même la littérature pour adultes, là, soyons franches. Hein? Tout ça, ça nous intéresse. Donc, on fait des projets, par exemple, avec Lire et faire lire. On donne de la formation aux bénévoles de Lire et faire lire pour savoir comment aller animer, quel livre choisir pour aller animer dans les écoles. On est représentante pour Ago on lit, où on va rencontrer les enseignants, les mentors et les jeunes dans les écoles secondaires, dans les organismes communautaires. On a un beau projet cette année avec les bibliothèques de Laval. On est en train de monter des ateliers pour les aînés qui vont avoir lieu dans les CHSLD et les RPA. On s'éloigne un peu de la littérature à ce moment-ci, mais on inclut quand même du livre, de la lecture puis de la médiation culturelle aussi dans ces ateliers-là. On est animatrice pour les cabanes à culture de BANQ, donc on a là, toute une variété d'activités. On fait des fiches pédagogiques. On va avoir l'occasion de vous en parler au fil des différents épisodes de balado qu'on va faire avec vous. De mon côté, courte présentation, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la fondatrice de la compagnie. Il y a France aussi, qui est l'autre propriétaire de la compagnie qui travaille au développement. France Aymon. Moi, j'ai fondé la compagnie après plusieurs années déjà d'expérience dans le milieu du livre. J'ai travaillé en librairie, en édition, dans le milieu communautaire, puis ça fait près de 15 ans là, que je travaille, entre autres auprès des communautés francophones en situation minoritaire, puis des communautés d'immersion. Rose, je te laisse te présenter. Oui, à ton tour. Bonjour à tous, à toutes. Moi, c'est Rose Carrière-Degnaud. Je me suis jointe à l'équipe de Pouce carré, ça fait à peu près 1 an et demi maintenant. Oui. Et j'aime vraiment ça. En fait, moi, j'ai fait aussi mes études universitaires en littérature. Et je suis en train de terminer ma maîtrise en création littéraire à l'UQAM. Toujours en littérature jeunesse. C'est vraiment mon dada, la littérature jeunesse. J'aime bien ça. Donc, je suis super contente de faire un balado avec toi, Marie. C'est excitant, c'est vraiment cool. Bien, nous autres aussi, puis on est super contente que tu travailles avec nous. Pour nous, c'est aussi une occasion de se voir parce qu'on travaille beaucoup à distance, on se texte, on se parle, mais c'est vraiment une occasion d'être ensemble. Oui. Mais je pense qu'on va se parler de nos lectures aussi. Oui, il y a ça qui va être intéressant. Échanger. Oui, puis on peut dire aussi que depuis le mois de janvier 2026, tu es avec nous à temps plein. Oui! Alors, bienvenue parmi nous à temps plein chez Pouce carré. C'est la preuve que ça va quand même bien, nos affaires. On est pas mal contents. C'est toi qui commences aujourd'hui. Tu as l'odieux ou la chance de faire la première chronique. Alors aujourd'hui, c'est toi qui fais la chronique pour les élèves du primaire ou de l'élémentaire. Ouais. Puis je te laisse aller en nous présentant la thématique que tu as choisi d'aborder aujourd'hui. C'est bon, merci. En fait, j'ai eu envie de présenter des livres pour travailler le français, travailler la langue, travailler les sons. À travers les livres, je pense que c'est une manière qui est super chouette de s'amuser avec les livres tout en apprenant. Et en fait, mon inspiration, en fait, c'était le premier livre que je voulais présenter. On dirait que j'avais vraiment envie de le présenter puis je cherchais comment l'approcher. Donc, c'est vraiment à partir de ça que je me suis basée pour faire ma petite chronique. Et c'est un livre qui est publié chez Bayard qui s'appelle Pagaille au studio Folisson.
de Fidji Martel et illustré par Vincent Toutou. Et en fait, c'est un album où on va se promener en fait dans différents studios d'enregistrement dans lesquels des sons sont à l'honneur. Donc l'action qui s'y déroule, on a un personnage qui est à la recherche de son acteur principal pour sa prochaine production. Il va faire le tour des studios pour essayer de le retrouver. Et à chaque fois, l'action qui s'y déroule, elle est un peu décrite avec le plus de mots possible qui contiennent ce son-là. Donc, ça permet d'apprendre comment est-ce qu'on peut écrire. Il y a plusieurs manières d'écrire différents sons. Il y a différentes... travailler les homophones aussi. Et de voir, bref, de pratiquer des tourne-langues des fois. Hein, ça peut être chouette pour pratiquer la prononciation. Donc, vraiment parfait pour l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage justement des homophones, comme je disais. Puis j'avais sélectionné un petit extrait pour montrer un peu, parce qu'il y a une certaine progression dans le livre en termes de difficulté, si je peux dire, des sons qui sont mentionnés. Au début, on va vraiment être de manière très explicite. Par exemple, l'extrait que j'ai sélectionné, ça dit « Bob monte les escaliers pour arriver au studio E », donc E, accent grave. On y tourne une nouvelle publicité pour les pelles Maxi-Neige avec Madeleine la chèvre en vedette. Bob sait qu'elle et le Pou, donc le Pou c'est l'acteur qu'il cherche, son meilleur ami. Peut-être est-il venu lui faire un petit coucou. Donc on a différentes manières d'écrire le son « est ». On a le « e » accent grave comme dans « chèvre », mais on va aussi avoir par exemple Madeleine, le prénom. On a Bob sait, donc le verbe sait qui contient ce son-là. Mais plus on va avancer dans l'histoire, moins on va être explicite. Par exemple, là, vers la fin, on va avoir Bob qui va arriver dans la salle de classe des petits acteurs. Un beigne à chignon enseigne l'espagnol à des champignons grognons. Bob s'éloigne rapidement, il a un pouls à retrouver. Donc là, on est un peu obligé de deviner quel est le son qu'on représente dans ce studio-là. Bon, il est inscrit dans l'illustration, donc ça peut nous donner un petit indice, mais on n'a plus cette introduction-là où on arrive dans le studio tel son. Donc, il y a une idée de progression, je trouve, qui est intéressante pour pratiquer tous ces sons-là. Puis on a d'ailleurs fait une fiche pédagogique pour Bayard avec cet album-là. Et en fait, notre idée d'activité, c'était de créer des studios différents pour pratiquer plein de notions différentes. Donc, de reprendre un peu le concept des studios Folisson, mais d'y aller des fois avec le studio Foliforme, par exemple. Donc, pour apprendre les différentes formes. Par exemple, le studio des triangles, là, on pourrait s'imaginer, je sais pas, une sorcière qui a un chapeau de sorcière en triangle, qui mange de la pizza, par exemple. Ou on avait imaginé le studio Folie couleurs, des fois pour apprendre nos couleurs primaires, couleurs secondaires. Donc, on peut reprendre ce concept-là pour l'appliquer à plein de notions différentes, puis après ça, puis se faire des petits trucs mémotechniques comme ça. Je trouve que c'est chouette pour apprendre. En tout cas, moi je trouve que c'est une manière super efficace de pratiquer différentes notions. Puis notons aussi les pages de garde. Hein. Tous les sons sont repris dans les pages de garde. Elles sont magnifiques. Là. Les illustrations de Vincent Toutou sont magnifiques. On pourrait faire presque des fois, j'imagine, vous savez, dans les chambres pour enfants, là, des papiers peints avec les pages de garde des livres. Puis on a les sons qui sont repris, donc on peut les faire nommer aux enfants. C'est un livre que moi, j'utilise dans la formation Faire lire, que je donne aux bénévoles de lire et faire lire, qui est une formation qui aide les bénévoles à savoir comment intégrer des jeunes qui ne savent pas nécessairement encore décoder la lecture, qui ne savent pas encore lire, comment les intégrer pour que ce soit dynamique et pour qu'ils lisent avec le lecteur qui va dans l'école, dans la classe. Puis, justement, ça peut être en faisant nommer les sons, en faisant finir les phrases aussi, des fois. Donc, quand il y a des rimes, on ne dit pas la fin du mot, on laisse les enfants compléter, on va voir s'ils ont compris que ça rimait. Absolument. Donc, c'est vraiment un très beau livre, effectivement. Oui, vraiment, vraiment magnifique. Une belle découverte. Une belle suggestion, merci. Oui, merci. J'en profite pour dire qu'on va s'arranger pour mettre toutes les suggestions de livres sur nos réseaux sociaux et aussi dans les descriptifs du balado. Donc, si vous avez besoin de retrouver la référence. Génial. En fait, la deuxième suggestion que j'avais, on monte un peu de niveau, si je peux dire. Donc, le premier livre, je dirais, là, préscolaire, peut-être 6-7 ans. Tandis que le deuxième livre que je vais présenter, on est peut-être plus premier, deuxième cycle, donc 6-9 ans. C'est un album qui est publié chez Prise de parole de Sarah Mignon et illustré par Valérie Desrochers. Ça s'appelle « Dans tous les sens ». Et en fait, c'est une pièce de théâtre qui est présentée sous la forme d'album. Donc, on n'a que des dialogues entre deux personnages.
Je trouve que c'est un livre qui est chouette, qu'on peut facilement là, faire en lecture à voix haute avec les jeunes. C'est super facile de leur attribuer des rôles. On peut changer là, à chaque page là, de jeunes qui disent les dialogues. Et en fait, c'est l'histoire de deux amis qui sont un peu différents des autres. On comprend qu'ils ont un peu été rejetés du groupe d'amis et ils vont décider en fait de se créer eux-mêmes leur propre ami de toutes pièces. Donc, ils se retrouvent dans une espèce de garage ou de grenier où est-ce qu'il y a plein de matériel qu'ils peuvent utiliser pour se confectionner eux-mêmes leur propre ami à leur goût, leur ami qui va les respecter et qui vont pouvoir se sentir bien avec lui. Et en fait, on utilise plein d'expressions avec le corps humain dans ce livre-là. Donc, on va vraiment jouer sur le sens propre, le sens figuré des mots. Par exemple, là, un extrait que j'avais sélectionné, ils sont en train de commencer la fabrication de leur ami et ils vont commencer par le tronc. Est-ce que tu veux qu'on lise à deux? Ben oui! Ah, on pourrait faire ça. Vas-y, fais Cam. OK, je vais faire Cam. Bon. Par quoi on commence? Attends, je vois pas. OK, on commence. Vas-y. Par quoi on commence? Faisons le tronc en premier. C'est pas un arbre qu'on fabrique? Son corps, Cam. Oui, mais quelle partie? Son tronc? La partie du milieu. Ah, d'accord. Voilà. Je trouve qu'il a l'air maigrichon. Je pense que ça lui prend une panse. Ou bedon, un petit bedon. Et voilà pour le nombril. Qu'est-ce qu'on fait après? Joe, la Terre appelle Joe. C'est fascinant. On fabrique notre nouvel ami sans savoir ce qu'il va devenir. C'est pas parce qu'on lui fait un nombril qu'il doit devenir le nombril du monde. T'as raison. Continuons. Donc voilà, ça se déroule un peu comme ça là, à travers le livre. On va vraiment jouer avec les expressions du corps humain, avec le sens, on voit l'espèce de petit quiproquo avec on fait le tronc, on parle d'un arbre, non, on parle le tronc, on peut utiliser ça aussi pour parler d'une partie du corps humain. Donc, ça permet de développer le vocabulaire autour du corps humain. Il y a plein d'activités qu'on peut faire avec ça. On avait d'ailleurs fait encore une fois une fiche pédagogique avec prise de parole qui devrait être disponible sous peu sur le site de la maison d'édition. Et on avait pensé à plein d'activités qu'on pouvait faire pour jouer avec ces mots-là, justement. Un bingo, par exemple, des expressions. Donc, on demandait aux élèves de penser, de faire une espèce de tempête d'idées où est-ce qu'ils donneraient plein d'expressions qu'eux, ils connaissent, qui contiennent des parties du corps humain. Donc, par exemple, faire la tête, avoir le cœur gros, par exemple, et de faire une espèce de bingo. Et à chaque fois qu'ils entendent une expression, alors qu'on est en train de leur lire le livre, de mettre une étampe de bingo. Et le but, évidemment, de faire un bingo. C'est un livre qui est super pratique aussi pour, si on veut utiliser des mots étiquettes. Donc, pour travailler comment écrire les parties du corps humain. Et voilà, vraiment pour pratiquer les expressions. Je trouve que c'est un beau livre, puis un beau message aussi d'inclusion, d'acceptation aussi des différences. Il y a un beau passage aussi où est-ce qu'ils vont discuter de est-ce que leur ami devrait être un garçon ou devrait être une fille, qu'est-ce que ça change, est-ce que ça a vraiment une influence sur les relations qu'on a avec nos amis, qu'ils soient garçons ou filles. Je trouve que c'est un beau livre aussi pour amorcer des discussions. Par rapport à ça, vraiment, un gros coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé dans tous les sens. C'est vraiment un bel album. Puis aussi, tu sais, mentionnons, tu as mentionné premier cycle, là, disons, Ouais. 6-9 ans. L'intérêt pour les plus jeunes dans l'histoire, il est là. Tu sais, c'est certain, même au préscolaire, on pourrait leur faire la lecture. Mais ce qui est intéressant pour les plus vieux, c'est vraiment les difficultés au niveau du langage, parce que justement, il y a tous les jeux de mots dont tu as parlé. Absolument. On a, dans l'extrait qu'on a lu, là, je pense qu'il faut lui mettre une pense. Voilà. C'est des homonymes, donc c'est des mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas le même sens. Fait que ça va être à ce niveau-là. Puis dans la collection, aux éditions Prise de parole, dans cette collection-là qui est en théâtre, là, donc un album de théâtre, il y a une nouveauté qui paraît ces jours-ci, donc à surveiller sur le site web de la maison d'édition. Ouais. Puis je vais juste mentionner, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est qu'il y a comme une deuxième histoire qui se produit un peu sous notre nez, mais sans qu'on s'en rende compte. En fait, c'est mentionné nulle part dans les dialogues, mais si on est un fin observateur, on peut remarquer que dans les illustrations, il y a deux petites souris qui utilisent les mêmes matériaux, en fait, que Cam et Joe, mais pour se fabriquer une maison. Donc, je trouve que c'est chouette, des fois, de voir si les élèves l'ont remarqué, ou je trouve qu'on peut même raconter, on peut inventer le texte de leur histoire. Qui sont ces deux petites souris? Pourquoi est-ce qu'ils se construisent une maison? Puis, Assurément. je trouve que c'est chouette. C'est vraiment mignon. Ouais. Les illustrations de Valérie Desrochers sont vraiment belles. Oui, vraiment belle. Bon, ma prochaine sélection, en fait, ce sont 3 documentaires qui sont parus un peu dans la même série, si je peux dire.
aux éditions Les Malins de Daniel Brouillette. Je pense qu'il est très, très connu des élèves. Je pense qu'ils vont apprécier. C'est une série de documentaires qui s'appelle Grande Gueule. Et bon, il y en a 3. Et ce sont vraiment des documentaires qui ont un peu comme objectif la célébration des merveilles de la langue, si je peux dire, de la langue française. C'est décliné en 3 tomes qui vont chacun avoir une petite spécificité. Donc, par exemple, dans, là, j'allais dire le premier tome, là, on peut les lire vraiment là, dans n'importe Dans l'ordre ou dans les autres. Dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, il y a celui qui s'appelle 50 curiosités de la langue, encore plus impressionnantes qu'un lutteur sumo en col en rose. Et ça va vraiment fonctionner par espèce de petites capsules. Donc, dans chaque, on va avoir sur la page une espèce de fait intéressant sur la langue. Donc, par exemple, j'en ai pris un au hasard et on nous dit « Cette phrase farfelue contient une collection d'homonymes. Un verre vert va vers un verre en verre à l'envers. » Et si on tourne la page, on a une espèce d'explication. On va plus en profondeur. On va expliquer des fois, bon, celui-là, on parle de faits intéressants. Donc, on va nous expliquer qu'est-ce qu'un homonyme, quel autre exemple de phrase on peut fabriquer en utilisant le plus de mots comme ça, comme la phrase que je viens de lire. On va parler, bon, c'est quoi le mot le plus long de la langue française. Plein de petits faits intéressants comme ça. Ça me fait beaucoup penser aux collections là, bizarres mais vraies. Là. Je pense qu'ils sont assez populaires. Tu sais, qu'on peut lire un peu dans l'ordre et dans le désordre, qu'on peut prendre quand on a un petit 5 minutes à combler, là, des fois, là, ou même, on ne voudra pas le fermer. Là. Je pense que... Ah non, mais moi, j'allais dire, ou même, on pourrait lire à la toilette. Ben oui. Ben oui, des beaux livres qu'on laisse des fois oui, là, voilà, dans un beau porte-document à côté de la toilette. Absolument. On s'instruit en même temps. Il faut occuper notre temps. Connaissant un peu l'humour de Daniel Brouillette, avec les bines, avec la masturbation ne rend pas sourd, avec les livres qu'il a publiés, je pense pas qu'il va être vexé qu'on ait dit ça. Pas du tout. Je pense même qu'il serait fier. Oui, peut-être. Donc, ouais, c'est ça, des petits livres là, qu'on lit comme sur le pouce, puis après ça, c'est sûr que les jeunes, après ça, ils vont aller voir leurs parents, ils vont aller voir les adultes. Savais-tu que... Il va répéter la phrase, là, le verre vert avance vers le verre à l'envers. C'est vraiment des livres qui sont chouettes là, puis qui peuvent être réinvestis. Il y a aussi, celui-là, je l'aime beaucoup, celui sur l'étymologie des mots. Donc, ça s'appelle « 50 mots ayant une origine encore plus bizarre que celle d'un extraterrestre aux yeux bleus ». Et on va expliquer l'étymologie de 50 mots de la langue française qui ont souvent une étymologie surprenante ou éclairante des fois. On va comprendre, des fois, il y a des mots qui sont écrits d'une manière bizarre, puis on ne sait pas pourquoi il y a un H muet ou par exemple des accents bizarres, mais ça va nous expliquer en fait d'où ça vient, ça. Celui que j'aime beaucoup, puis là, tantôt je disais, là, après ce livre, je ne vais aller voir les adultes. Savais-tu que, ben là, je vais avouer, là, quand j'ai fini de lire ce livre-là, ben, je suis allée voir ma mère, puis j'ai dit, savais-tu que l'adjectif sincère vient du monde de la sculpture? Savais-tu? Non, je ne savais pas. Bon. Pour comprendre, il faut remonter loin en arrière. Pour camoufler leurs petites erreurs, les sculpteurs romains d'antan utilisaient de la cire. J'imagine qu'un non-initié n'y voyait que du feu. Évidemment, les sculpteurs visaient tous un travail parfait, sans l'utilisation de cire, un peu comme un athlète vise de bonnes performances sans tricher. Que dit-on d'un athlète qui ne prend pas de substances dopantes, qu'il est propre, honnête? Voilà une statue honnête, c'est une statue sans cire. Et après ça, la prononciation, c'est au fil du temps, hein, puis c'est devenu sincère. Puis les enfants, ils ont cette curiosité-là. Ce matin, ma fille était elle s'est réveillée très tôt, puis elle était en train de lire. Elle fait pas tout le temps, c'est parce que c'est la semaine, puis que la semaine, il n'y a pas de tablette. Là. Elle était en train de lire dans son lit quand je suis allée pour la réveiller, puis elle était en train de lire Sombre secret aux éditions de la Courtèchette dans la collection noire. Puis elle me dit, maman, pourquoi on écrit seconde, mais on dit seconde? C'est vrai, hein? On dit comme un G. C'est vrai. Là, j'avais pas de réponse à lui donner. Il va Ben falloir oui. que je cherche. Mais ils ont cette curiosité-là. Ouais. Ils sont très observateurs de comment s'écrivent les mots. Donc, oui. Puis, c'est des livres qu'on peut utiliser d'un coup. Ouais. Tu sais, comme pédagogue, là, on peut en faire la lecture. Mais je pense que c'est encore plus intéressant si on l'utilise un peu à chaque jour. Absolument. Ouais. Puis là, ça crée une curiosité chez les jeunes. Ça va être quoi le prochain mot qu'on va apprendre? Puis, je ne sais pas si tu allais en parler de l'autre tome. Moi, c'est celui qui a le titre que j'aime le plus. Oui, donc c'est 50 mots pour dire autre chose que, ouais, tu sais, genre comme la patente de la chose, de l'affaire, genre comme.
Ça me fait C'est tellement parfait! Puis celui-là, il fonctionne sous la forme de quiz. Je trouve que ça, c'est chouette aussi. Justement, on a 5 minutes à combler à la fin d'une période avant d'aller à la récré. On cherche quoi faire. Bien, on prend au hasard une page. Par exemple, celui que j'ai pris au hasard, c'est le mot amnésie. Donc, c'est des fois des mots qui sont plus compliqués, des synonymes, justement, qu'on peut utiliser au lieu de dire toujours le même mot. Ou des fois même des mots qui sont des fois utilisés à tort. Des fois, on a des mots qu'on n'utilise pas dans le bon contexte. Et là, on va avoir 3 choix de définition. Donc, le mot amnésie, est-ce que c'est A, une grande excitation, B, une forte fièvre ou C, une perte de mémoire? Et le vote est lancé. Et... Puis on peut faire voter les élèves comme ça. Et quand on tourne la page, donc à l'endos, on a la réponse et on a une explication qui va des fois mettre le mot en contexte, donner une idée de quand est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là et donner une définition plus large. Il y a les as de l'info sur Internet, hein? Puis je sais pas si tu voulais en glisser un mot, je peux dire. Les as de l'info sur Internet, c'est une plateforme d'information en continu qui est lancée par les coops de l'information, qui sont de grands médias au Québec. Puis ils ont une plateforme pour les jeunes. Ça vaut vraiment la peine. Allez voir ça si vous connaissez pas les as de l'info. Même, là, il y a eu des conflits cette fin de semaine. Au moment où on enregistre ça, là, on est le 23 février, il y a eu des conflits au Mexique en fin de semaine. Moi, j'étais super occupée, j'ai pas suivi l'actualité. Je sais que je peux aller sur les as de l'info, puis il risque d'avoir un genre de b.a.-ba pour que je comprenne ce qui s'est passé, même si je suis une adulte. Donc, on peut aller voir là. Puis, sur les as de l'info, qui est un site web accessible en ligne gratuitement, donc d'informations pour les, je pense que c'est 8-12 ans, il y a les mots du jour. Donc, Daniel Brouillette proposait le mot du jour le mot de la semaine, pardon, avec un quiz. Donc, c'est vraiment le même principe que le mot de la semaine qu'il faisait sur les as de l'info dans le tome que tu viens de nommer. Il faisait voter les élèves en classe aussi. Fait que vous pouvez combiner les deux aussi, le livre et le mot de la semaine sur les as de l'info. Super bonne idée, c'est cool. Puis voilà, ça permet de développer le vocabulaire, mais en riant, on connaît Daniel Brouillette. C'est super drôle comme livre. Puis moi, je dis, si vous allez voir les capsules sur les as de l'info, ben après ça, faites faire une capsule à vos élèves. Ben oui. Tu sais, tout le monde a la possibilité de s'enregistrer, de se filmer. Mais là, vous leur faites choisir un mot, 3 définitions potentielles, puis l'explication. Puis là, vous avez une activité qui est déjà bâtie. Ben oui, super bonne idée. Puis, je pense que tu as encore des suggestions pour nous pour travailler les mots et le langage. Oui, je vais continuer à me lancer de documentaire. En fait, j'ai un documentaire pour... merci. Pour en fait, apprendre l'histoire du français. Donc, ça s'appelle « Parlons-en du français ». C'est publié aux éditions Méga. Et c'est un documentaire, en fait, qui va nous raconter l'histoire du français. Donc, ses origines, l'évolution aussi. Puis là, on va vraiment, là, au tout début, on va parler de la Gaule, on va parler du latin, on va parler des dialectes et comment est-ce que le français, en fait, ça a une origine là, qui est très lointaine et qui est assez complexe. Hein. Il y a beaucoup d'influences qui sont rentrées dans le français qu'on parle aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Puis ça fonctionne sous la forme de petites capsules de texte. Donc, on a des petits encadrés qui font peut-être 2, des fois 3 pages. C'est assez court, c'est assez efficace. Ça permet, là, en un coup d'œil, de cibler des fois l'information qui nous intéresse. Et on a toujours, à chaque page, en fait, chaque double page parle d'une thématique. Et à chaque fois, on a un encadré qui est le bon à savoir. Puis là, on va avoir des faits, un peu comme des faits en rafale, des faits intéressants. Ça me fait un peu penser justement à grande gueule. Par exemple, la page que j'ai sous les yeux, là, c'est la page sur le latin. Et on va avoir dans l'encadré bon à savoir. Donc, le latin est la langue dominante de l'Empire romain pendant plus de 1000 ans. Le latin est aujourd'hui la langue officielle d'un seul État, la Cité du Vatican. Et par exemple, on va parler là, que de nos jours, c'est encore utilisé pour nommer les plantes, les animaux, les noms scientifiques. Et je trouve que c'est un documentaire qui est intéressant, oui, pour du côté historique, mais on a aussi toute une section où est-ce qu'on va parler des diversités du français. On ne parle pas le même français au Québec qu'en France ou ailleurs dans le monde. Et de voir aussi comment est-ce que... pourquoi, en fait, est-ce que c'est important de parler français? Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on ait une section comme ça. Donc, plus vers la fin, on va parler du fait que le français, hein, c'est quand même une langue internationale. C'est la langue des Jeux olympiques. On l'a vu là, dans les dernières semaines. Hein, c'est toujours le français qui est parlé en premier dans les annonces aux Jeux olympiques. On va parler aussi que c'est une des langues de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, qui a été rédigée en français. Et plein, là, comme ça, il y a beaucoup plus de pays hein, qu'on pense, hein, qui parlent français. On pense beaucoup au Québec, à la France, mais il y a beaucoup de pays
qui parlent français. C'est aussi la langue qui est utilisée dans le ballet. En tous les pas de ballet, peu importe où on se trouve dans le monde, sont en français. C'est une langue aussi de référence en gastronomie qu'on va nous parler. Donc, bon appétit! Et voilà, bon appétit! Et je trouve que c'est un documentaire qui est bien pour répondre à la question, mais pourquoi est-ce qu'on apprend le français? Des fois, dans des communautés où le français, c'est pas la langue qui est la plus parlée, mais des fois, c'est... Puis avec raison, on peut se questionner, mais pourquoi est-ce que je devrais apprendre le français? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à parler en français en dehors de l'école? Mais ça, je pense que ça peut répondre à cette question-là, ça peut motiver. Puis ça répond aussi à des questions. Des fois, on se dit, j'en parlais tantôt, pourquoi est-ce qu'il y a des mots qui sont écrits de cette manière-là? Pourquoi des fois l'orthographe des mots ne fait pas de sens? Et on va parler, par exemple, les H muets ou aspirés. Hein? Pourquoi est-ce que des fois on fait la liaison? Par exemple, le mot homme, on peut faire la liaison des hommes, mais le mot hall ou hamster, on ne peut pas faire la liaison. Donc, on va nous expliquer que d'où l'origine de ces H-là vient de où. Donc, on va nous dire le H est muet devant les mots d'origine latine, tandis qu'il est aspiré devant les mots empruntés à d'autres langues. On va aussi parler des accents, les accents qui sont parus au Moyen Âge. Puis il y a des mots là, qui contenaient, là, on va nous expliquer, à l'origine, beaucoup de mots contenaient un S, par exemple forêt, hôpital, oui. Qui s'écrivent encore comme ça en anglais, par exemple. Mais ici, le S a été remplacé par un accent circonflexe sur la voyelle précédente. Donc c'est au Moyen Âge, à l'invention de l'imprimerie, qu'on faisait ça. Oui. Ouais, mais ça nous ramène, c'est super intéressant parce que la langue, elle est encore en train de changer. Absolument. On voit des fois, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec des changements qu'on voit dans la langue. Puis même là, tu sais, on se demandait comment ouvrir le balado tantôt, puis on disait, est-ce qu'on va dire bonjour à tous? Ouais. Bien là, on le prononce, le S, dans l'écriture épicène comme ça. Donc, c'est intéressant. Ça nous montre que ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de la langue, des fois, on a l'impression que c'est négatif parce que c'est différent de ce qu'on connaît. Ouais. Mais à long terme, peut-être qu'un jour, en 2112, les gens vont se dire « Ah, ben en 2026, il n'y avait pas de S, maintenant il y en a un. » Exactement. Donc, c'est vraiment un documentaire qui est intéressant pour développer un peu j'allais dire la passion dans le français, c'est un petit peu intense de dire passion, mais de voir que justement, ça peut être le fun, on peut s'amuser, puis il y a une longue histoire derrière ça, puis c'est intéressant là, de l'apprendre. Puis dans la même collection, là, c'est une belle collection de documentaires chez Méga Éditions. Vous avez Parlons-en des mathématiques, puis Parlons-en des inventions québécoises et canadiennes. Je l'aime beaucoup celui-là, il est vraiment cool. Puis moi, j'aime que ce soit québécoise et canadienne parce qu'on travaille beaucoup avec les francophonies hors Québec. Puis il y a tellement de livres sur le Québec. Quand on a au moins un livre qui inclut le reste du Canada dans le titre, on est content quand on sort des frontières du Québec. Je l'avais amené à Winnipeg, cet album-là des inventions canadiennes. Ça avait vraiment fonctionné. Je pense qu'il avait beaucoup aimé ça. Puis j'ai appris plein de choses, même moi, en lisant ce livre-là. Tu sais, il y en a évidemment, pour la poutine, le hockey, on sait, mais le basketball, par exemple, ça m'avait surpris. Le basketball, ça vient de l'Ontario. Je savais pas ça. Fait que des beaux apprentissages. Oui. Puis, pour conclure, on s'en va vers une proposition pour les ados? Oui, en fait, je surfe ta prochaine chronique. Tu m'ouvres la porte? Oui, oui. Je voulais, en fait, mentionner des fois une manière pour continuer comme ça avec les plus vieux, de travailler la langue, puis tout. On avait parlé tantôt là, de la lecture à voix haute. Puis il y a plein de collections de poésie qui sont publiées pour les ados. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Ça l'ouvre la porte à un nouveau genre, découvrir un nouveau genre, s'introduire au code de ce genre-là. Puis c'est des textes qui se lisent super bien à voix haute, pratiquer la prononciation, pratiquer le vocabulaire, pratiquer aussi toutes les figures de style qui sont utilisées en poésie. Et il y a, en fait, j'en ai sélectionné 3 collections là, comme ça de poésie pour adolescents. Chez Boréal, il y a la collection Brise-glace, qui est vraiment bien. On est vraiment là dans la poésie classique. Là. Je trouve que c'est vraiment une belle introduction au genre. Puis c'est des livres qui ont traité de thèmes qui sont très sensibles, donc ça se prête super bien à la poésie. C'est des très belles lectures. Chez les éditions Zélé, il y a la collection Parcelles. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment chouette parce qu'il y en a qui s'adressent aux jeunes dès 8 ans. Donc, on peut vraiment les introduire à ces jeunes. Puis c'est des livres qui jouent beaucoup avec l'aspect visuel du texte. Donc, on va avoir des mots qui vont être en gras. Des fois, on va avoir des mots, par exemple, celui que j'ai sous les yeux, là, c'est La mélodie de l'été d'Émilie Rivard.
On parle d'un violon, une jeune fille qui pratique le violon, et les mots vont se moduler un peu, ça fait comme une portée de note de musique. Là, je trouve que c'est super beau. On va avoir des fois, quand on va parler, par exemple, aussi simple qu'on va dire, je sais pas, quelque chose qui est à gauche de nous, ben, le mot gauche va être à gauche du texte. Donc, on joue vraiment avec l'aspect visuel. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et il y a aussi la collection de poésie chez La Courte Échelle, qui offre des textes là, qui sont assez courts, qui me font beaucoup penser en fait à la collection là, chez Boréal. Qui vont parler de sujets justement très près de la réalité des adolescents avec une belle sensibilité. Puis je trouve que c'est des belles collections à découvrir pour... La collection chez La Courte Échelle, elle existe depuis longtemps aussi. Puis moi, je trouve que dans notre métier, ce qu'on se fait le plus demander, c'est du high-low. Hein? High interest, low vocabulary. Donc des textes qui sont avancés au niveau des thématiques, mais accessibles, soit au Québec pour les non-lecteurs ou pour les lecteurs qui sont en apprentissage de la langue. Hors Québec, la même chose. Puis je trouve que la poésie, on est là. C'est souvent des émotions brutes, mais avec un minimum de mots. Et voilà. Des fois, c'est la manière la plus efficace de transmettre un message. Eh bien, merci infiniment. Merci à toi. Super première chronique. Wow! Écoute, des super belles suggestions de lecture pour travailler la langue, les sons, apprendre d'où vient la langue, développer son vocabulaire. Tu nous as très bien accompagnés. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais continuer avec une deuxième chronique. Aujourd'hui, moi, je m'intéresse aux élèves du secondaire, puis je dirais même la majorité de mes textes, on est pas mal dans le jeune adulte. Là. Moi, j'appelle ça des vieux ados. Vieux ados, jeunes adultes. Je vais faire une confession ici. Quand j'ai commencé à travailler en littérature jeunesse, là, ça fait peut-être 13 ans maintenant, je venais du milieu de la littérature adulte. J'avais travaillé en édition, beaucoup en adulte. Puis, j'avais fait mes études en littérature, mon bac. J'avais fini ma maîtrise en création littéraire. Puis, à l'université, aller raconter, moi, ce que j'aime lire, c'est de la littérature pour ados. C'est pas in. Pourtant, essayez, chacun d'entre vous, d'écrire un roman pour ados. Vous allez voir que c'est pas évident. Là. C'est dur d'avoir les bons thèmes, de ne pas être ringard aussi, parce qu'on est des vieux, nous autres. Fait que, pas toi. Je suis pas une ado. Pour les ados, on est des vieux. On a beau pas être si vieux, on est des vieux. Je me fais appeler madame quand je vais dans une école secondaire. C'est ça, exactement. Et j'étais contente. Quand j'ai eu ma première job en littérature jeunesse, je me suis dit, je pense que je vais être payée pour lire des livres pour ados. Je trouvais ça génial. Aujourd'hui, j'avais... La première idée que j'ai eue pour cette chronique-là, c'était parler de livres qui étaient réconfortants. Vous savez, des livres là, qu'on a envie de lire en dessous d'une couverture en buvant un café au lait là, pendant la semaine de relâche, par exemple, ou l'été sur la plage et tout ça. Bon, des livres qui nous réconfortent. Puis là, j'ai regardé mes bibliothèques. Puis tous les livres qui me venaient en tête, c'était soit des romans d'horreur, des romans policiers ou des affaires de fantômes. Puis là, je me suis dit, peut-être que j'ai pas le même réconfort que tout le monde. J'en parlerai avec ma psy. Mais je me suis dit, OK, ce que je veux vraiment aborder, en fait, c'est le roman miroir. Ce qu'on appelle le roman miroir, qui, moi, est probablement le type de roman qui m'a donné envie de lire. Des romans miroirs, c'est quoi? C'est des romans qui racontent la vraie vie. Des histoires qui pourraient arriver pour vrai, puis souvent qu'on va aimer lire parce que ça nous donne des points de vue sur des situations de vie. C'est des romans qui nous permettent aussi de grandir en observant les comportements des personnages. C'est des romans qui nous permettent de nous retrouver dans les difficultés qui sont rencontrées par les personnages. Puis ça, pour moi, réussir à me retrouver dans ce que rencontrent les personnages comme obstacle, c'est réconfortant comme une grosse couverture puis un café latte. Donc, tu vois, lui, il a vécu ça comme ça, il s'en est sorti, je pourrais peut-être vivre ça comme ça, moi aussi. Puis, aussi, quand c'est des situations qu'on n'a pas vécues, c'est des romans qui nous permettent vraiment de développer notre empathie envers des situations qui nous sont étrangères. Donc, j'ai choisi 4 romans qui vont qui correspondent tout à fait à cette description-là. Et je vous le dis, ce sont tous des romans que j'ai adorés. On commence avec Poussière d'été de Joanie Boutin. C'est un roman qui est publié aux éditions de La Courte Échelle, qui est paru en 2024. Donc, Joanie Boutin nous raconte l'histoire de Maëlie. Elle a 17 ans, elle fréquente le cégep. Donc, on est vraiment dans un roman jeune adulte. Si vous êtes hors Québec, imaginez-vous 12e année, donc juste vers la fin du secondaire. Maëlie, elle est traumatisée par une tragédie qu'elle a vécue dans les derniers mois. En fait, elle a survécu à un accident d'auto.
dans lequel sa meilleure amie, qui s'appelait Emma, est décédée. Là, vous pouvez vous imaginer qu'elle ressent un énorme sentiment de culpabilité. C'est la survivante là, de cette tragédie-là. Puis, l'été arrive, elle n'est pas bien, elle ne sait pas trop, il va falloir qu'elle retourne au cégep après la tragédie, tout ça, puis elle décide d'aller passer l'été chez sa grand-mère. Sa grand-mère habite le Maine, près de la mer, donc on est dans la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, donc elle habite près de la mer. Et d'ailleurs, chez sa grand-mère, il y a des règles spécifiques qui visent à ne pas faire entrer la poussière d'été dans la maison. La poussière d'été, bien, c'est le sable qui se ramasse sur nos couvertes, sur nos serviettes, dans nos chaussures, dans nos sandales. Et de là vient le nom du roman. Maëlie, bon, elle arrive là, elle est plus ou moins enthousiaste envers plein d'affaires dans la vie. Là. Elle a plus ou moins envie de faire des activités, mais elle va aller à la plage. Ça lui fait quand même du bien. Tu sais, elle sent une espèce de, avec l'air salin, là, une espèce de changement et tout ça. Puis à la plage, bien, elle va faire la rencontre d'un groupe de jeunes de son âge avec lesquels elle va tisser des relations amicales. Ben, vous pouvez imaginer. Moi, j'aime ça quand c'est romantique. Ben oui. Hein? Peut-être même plus amitié et plus si affinité. Alors, petit à petit, avec, on pourrait dire, des hauts et des creux de vagues, pour rester dans la thématique de la mer, mais elle va faire face à sa perte, elle va faire face à sa tristesse, à ce sentiment de culpabilité dont on a parlé, mais aussi à l'avenir et à l'espoir. Donc, vous pouvez imaginer que c'est un roman qu'on pourrait dire de reconstruction. Donc, un personnage qui est en train de se reconstruire. À mon sens, le très, très grand talent de Joanny Boutin, c'est qu'elle a le pouvoir de nous faire voyager. Tu as lu, toi aussi, Noël à contretemps, qu'elle a publié chez La Courte Échelle aussi. Avais-tu envie d'aller... Ben, tu l'as lu, tu t'en allais... Parce que Noël à contretemps, ça se passe dans le Vieux-Québec, là, dans le marché de Noël du Vieux-Québec. Tu t'en allais là. Oui, je l'ai lu quelques jours avant de partir. T'avais hâte d'y aller, après? Oui, c'est très immersif. On a toute l'ambiance. Puis, tu sais, on dirait qu'on sent l'odeur du vin chaud. Puis, on voit les petites lumières. C'est vraiment, vraiment des livres qui... t'as raison, là, quand tu dis qu'elle nous donne envie de voyager, là, c'est très bien décrit, l'ambiance. Il y a vraiment une ambiance, je pense que c'est ça le mot. Ah, tout à fait. Ben moi, j'ai commencé par Poussière d'été, puis après ça, je suis tout de suite allée lire, j'oublie tout le temps le titre, Noël à contretemps, que j'avais depuis longtemps, que j'avais pas lu, malgré que c'est le genre de livre que habituellement je lis assez rapidement. Puis après ça, je suis allée lire aussi La Collision des étoiles, qui est publié chez Bayard, qui avait été aussi publié auparavant. Puis ça, ben quand on lit un roman puis qu'on va lire les deux autres romans de la même autrice, c'est bon signe. Oui. Et dans les trois cas, et c'est pas des blagues, là, je raconte pas ça pour mentir, là. Dans les trois cas, je me suis retrouvée sur Google à planifier des voyages. Ah ben oui, je comprends totalement. Dans Poussière d'été, moi, j'ai passé plusieurs étés justement sur la côte de l'océan, comme ça, soit dans le Massachusetts ou dans le Maine ou quoi que ce soit. Puis là, toi aussi? Oui. Ben là, je suis allée googler. Ah ouais, je pourrais peut-être retourner en camping là-bas. Quand j'ai lu Noël à contretemps, là, j'avais envie d'aller dans le vieux Québec voir le marché de Noël. Puis quand j'ai lu La Collision des étoiles, ça, c'est un voyage en train pour traverser le Canada. Wow. Donc, on part du Québec puis se rend jusqu'en Colombie-Britannique en train. Là, je me suis dit, combien ça coûte, donc, traverser le Canada en train? C'est un beau vraiment, projet. Oui. Elle réussit ça, Joanny Boutin. Et c'est vraiment trois excellents romans où les émotions heureuses, mais aussi la tristesse, même des fois la détresse, à mon sens, se côtoient vraiment brillamment. Et ce matin, pour être sûr que j'oubliais pas des romans de Joanny Boutin dans ma présentation, je suis allée chercher sur lelibraire.ca, puis j'ai vu qu'il y a une nouveauté apparaître. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de date annoncée, mais ça va s'appeler Histoire d'automne, puis ça va paraître chez Michel Quintin. J'adore! À surveiller, j'ai hâte d'en savoir plus. On continue, je vous rappelle le titre, là, donc ça s'appelait Poussière d'été de Joanny Boutin chez La Courte Échelle. Je vous rappelle que les suggestions de livres vont être toutes inscrites, là, soit sur nos réseaux sociaux ou sous le descriptif du balado. Ma deuxième suggestion de lecture, c'est un roman, cette fois-ci, d'Émilie Turgeon, qui est publié aux éditions de Mortagne. C'est dans la collection Réconfort. Là, aux éditions de Mortagne, il y a une collection hyper connue chez les adolescents, surtout qui est la collection Tabou, qui est une collection qui aborde des livres avec des thématiques très dures, souvent, bien sûr, tabous. Et d'ailleurs, Émilie Turgeon avait publié quelques ouvrages dans la collection Tabou. On peut penser au roman Sans eux, au roman Ce qui ne tue pas et au roman Le poids du mensonge. Puis là, dans la collection Réconfort, ben, c'est comme si on faisait une espèce de pendant là, à la collection Tabou avec des livres, ben,
qui correspondent tout à fait à ce que je recherchais aujourd'hui, des livres réconfortants. Je tiens à mentionner aussi que Émilie Turgeon a publié un magnifique roman aussi aux éditions de Mortagne qui s'appelle Le silence est d'or. Puis Le silence est d'or, ça aborde la question de la surdité psychogène ou la surdité fonctionnelle, donc une surdité qui survient après un traumatisme émotif. Vraiment un très bon roman aussi super intéressant. Alors, ici, revenons à ce roman Une chanson à la fois, dans la collection Réconfort. On se retrouve avec le personnage principal de Samuel. Ce sera, oui, mon seul personnage principal masculin aujourd'hui. On se retrouve avec Samuel, qui est notre narrateur. Lorsqu'il avait 8 ans, Samuel a fait la connaissance de Christina, qui est une jeune fille de son âge, nouvelle à l'école, et qui vient d'une famille qu'on pourrait dire à tout le moins dysfonctionnelle. Les parents de Samuel ont rapidement découvert que Christina était plutôt laissée à elle-même dans sa famille, puis décide de la prendre sous leur aile. Alors, entre autres, la mère de Samuel va faire des lunchs à Christina, il l'invite à souper, il l'aide dans ses devoirs, donc ils sont vraiment très présents pour elle. Puis lorsqu'ils ont 13 ans, donc pendant 5 ans, là, ils vivent très proches les uns des autres, lorsqu'ils ont 13 ans, il y a un événement majeur qui va éloigner Samuel et Christina. Et pendant 10 ans, ils ne se reverront pas. 10 ans plus tard, alors là, ils ont 23 ans, si on a bien suivi les mathématiques de ce roman-là, ils ont 23 ans, puis il y a une mode, un trend sur les réseaux sociaux de publier les 7 chansons qui pourraient être là, la trame sonore de notre existence. Et Samuel, sans trop réfléchir, ça lui vient à la tête, au lieu de publier sa trame sonore, il se dit « Je vais publier la trame sonore de la vie de Christina ». C'est les réseaux sociaux. Alors, tag, 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 d'une personne à l'autre, Christina est informée de ça et ils vont se retrouver. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve dans des circonstances semblables? Ils ont été séparés contre leur gré, rappelons-le. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Christina? Est-ce que leur amitié et leur affection est toujours existante? Bien, c'est ça qu'on va découvrir dans un roman qui est en forme de road trip au travers du Québec, où on va se promener de Québec à Montréal et on va aller même jusqu'au lac Saint-Jean pour aller rencontrer, parce que Christina, elle demande à Samuel de l'accompagner pendant un week-end pour aller régler ses comptes avec les gens qui lui ont fait du mal dans sa vie. Alors, c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman-là. On a une particularité dans ce roman-là, c'est que chaque titre de chapitre correspond à une des chansons. Donc, les 7 premiers chapitres, c'est les 7 chansons que Samuel a choisies pour raconter l'histoire de Christina. Et tous les chapitres subséquents, bien, c'est des chansons qu'ils choisissent, parfois ensemble, parfois chacun de leur côté, pour raconter l'histoire qui est en train de se bâtir entre eux. Et Samuel va toujours expliquer pourquoi telle chanson a été choisie, soit à cause de son titre ou même à cause de ses paroles. Quand c'est des chansons en anglais, les paroles sont traduites. Il y a vraiment un beau lien qui est fait entre la musique et la narration. Je me suis toujours demandé comment Émilie Turgeon a écrit ça. Est-ce qu'on écrit les chapitres puis on choisit les chansons ou est-ce qu'on choisit les chansons puis on écrit les chapitres? J'aimerais la rencontrer pour... Oui. Il y a 2 autres romans qui sont faits comme ça, avec un lien avec les chansons, publiés chez Bayard de Sébastien Gagnon et Michel Lemieux, si ça vous intéresse. Mais là, on est dans des romans complètement différents. Il y a Toxique, puis paru tout récemment Skidoo et Loup-garou, qui sont des romans qui sont écrits comme ça, où chacun des chapitres fait allusion à une chanson, mais de façon peut-être plus subtile, là, plus cachée dans les romans chez Bayard que dans Une chanson à la fois. Mais tu sais, si vous avez des gens qui sont intéressés par la musique, vous pouvez leur donner les 3 romans, ils choisissent celui qu'ils veulent lire. Puis là, ben, vous en avez qui aiment mieux une histoire réconfortante, d'autres qui aiment mieux une histoire plus d'horreur ou une histoire plus inquiétante. Donc, c'était Une chanson à la fois d'Émilie Turgeon, parue aux éditions de Mortagne. On change d'atmosphère. Là, je vous amène dans des romans où le personnage est un peu plus jeune. Je vous amène donc découvrir le personnage de Pauline qu'on va rencontrer dans la série La Chose d'Élisabeth Barry-Lessard, qui est parue aux éditions Les Malins. Vous connaissez peut-être l'autrice pour sa populaire série Ma vie de, Ma vie de gâteau sec, Ma vie de jello mou, Ma vie de jujube doré. Moi, je les ai pas lus encore, ceux-là. Moi non plus, je vais être honnête, je les ai pas lus. Mais après avoir lu La Chose, là, je me dis, faut que j'aille lire les autres séries. J'ai adoré La Chose, vraiment. Toi aussi, tu as lu La Chose. Oui, j'ai lu le premier tome, pas encore découvert le deuxième, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. Oui, bien, je te dirais, là, c'est rare qu'on dise ça, mais j'ai
presque encore plus aimé le deuxième. Mais j'ai aimé le premier. Oui. Mais le deuxième, c'est rare qu'une série réussisse à rester au même niveau d'un tome à l'autre, et là, c'est vraiment une réussite. Alors, la chose comporte au moins 2 tomes. On sait qu'il va en avoir d'autres parce qu'à la fin du tome 2, il est écrit « À suivre ». Wouhou! Donc ça, c'est le fun. Oui. Alors, on a le personnage de Pauline. C'est une jeune fille qui est au début du secondaire. Elle habite dans la basse ville de Québec avec son père Paul. Ils habitent dans un petit 3,5 d'un HLM. Alors, on comprend que c'est une famille qui a des moyens très modestes. Ce sera une thématique d'ailleurs dans les romans, là, la précarité financière. Pauline et Paul. OK? On commence déjà, on a comme une thématique de Paul. C'est leur voisin, c'est la famille de son meilleur ami qui s'appelle Noah. Ils sont très près les uns des autres. D'ailleurs, un des papas de Noah qui s'appelle Bernard est le meilleur ami de Paul. Donc, on est comme dans une communauté de familles, une famille un peu poquée, qui se sont jointes puis qui travaillent ensemble à avoir une belle vie finalement. Tout va plutôt bien dans leur vie malgré la précarité dans laquelle vit la famille. Sauf que, il y a la chose. Et la chose, c'est la schizophrénie dont est atteint Paul, le père de Pauline. Et évidemment, élément déclencheur, à cause d'un concours de circonstances, la maladie qui était bien contrôlée va se réactiver chez Paul et va venir changer la vie de tous les gens qui font partie de cet écosystème-là. Puis Paul, qui est très alerte aux symptômes de sa maladie, va envoyer Pauline vivre chez sa grand-mère. Attention, Paulette. Et la grand-mère, Paulette, habite en Haute-Ville. Alors là, on comprend qu'on change de classe sociale, là, parce que la Haute-Ville, c'est plus guindé. Paulette, elle a de l'argent. Sauf que Pauline et Paulette, ils n'ont pas de relation. Ils ne se connaissent pas. Les relations entre Paul et Paulette, entre le père et la grand-mère, ont été coupées au début de l'âge adulte quand, grosso modo, la grand-mère a renié son fils, l'a rejeté parce qu'il était malade. Parce qu'elle croyait que c'était ce qu'il fallait faire. Elle croyait qu'elle avait tout fait. On est à une autre époque. Elle a agi comme elle pensait qu'il était bien, mais ça a comme vraiment eu un gros impact. J'allais dire, ça a détruit la vie de Paul, pas autant, mais ça a eu un gros impact sur sa vie. Et toutes les relations, donc, vont être à rebâtir, à inventer et à découvrir. Il y a vraiment beaucoup d'aspects de ces deux tomes-là que j'ai adorés, et ce sont des livres, si tu me passes cette expression, qui m'ont donné le moton. Le tome 2, surtout, il y a des bouts, j'avais les yeux dans la flotte. Alors, d'abord, ce que j'ai aimé, le personnage de Paul qui atteint la schizophrénie déjoue les clichés. Il est original, il est créatif, il est aimant, il est prudent aussi parce qu'il est alerte de ses symptômes. Quand il se rend compte qu'il va pas bien, il dit à sa fille, il va falloir que tu ailles chez ta grand-mère, moi, il faut que j'aille à l'hôpital. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était brillant, déjà. Tout à son honneur. Vraiment tout à son honneur. Il décide d'aller donc consulter à l'hôpital pour prendre un séjour. Il prend des dispositions, puis même des dispositions qui sont difficiles pour lui. Il est responsable, c'est un personnage qui est magnifique, puis sa relation avec sa fille aussi est magnifique. Même si dans le tome 2, il va avoir des petits accros, la relation va toujours rester vraiment une très, très belle relation père-fille. Je trouve que c'est beau aussi que ce soit un homme, justement, qui prend soin de lui, qui est à l'écoute de ses émotions. Tu sais, je pense que c'est une thématique qui revient souvent aussi. Ouais. Les hommes sont tough, ils n'ont pas le droit de pleurer, d'avoir de la peine ou de justement avoir des émotions complexes comme ça, mais que lui soit à l'écoute de ça, je trouve que c'est beau, ça a un beau message. Absolument, tu as tout à fait raison. C'est vraiment un personnage qu'on aurait envie de rencontrer à cause de ça. Les personnages sont pleins de zones grises. La grand-mère, c'est à la fois la méchante et la gentille. Et ça, c'est vraiment brillant dans l'écriture de réussir à faire ça. Elle navigue entre les deux aspects de sa personnalité, puis c'est un personnage qui essaye d'évoluer. C'est pas facile. Elle a pensé avoir bien fait dans sa vie, mais là, elle essaye d'évoluer. Puis ça aussi, c'est tout à son honneur. On aborde la thématique des classes sociales, de la pauvreté. C'est pas facile pour un ado qui roche dans sa vie émotive de vivre dans la précarité. Puis par le biais de sa grand-mère, elle va goûter à l'argent puis à ses pouvoirs puis à ce que ça lui offre. Parce que quand elle apprend sous son aile, sa grand-mère la change d'école pour l'envoyer au privé. Donc, elle va découvrir que un système à deux vitesses. Hein? Le privé, c'est pas comme le public. Les apprentissages sont plus soutenus, sont accompagnés. Donc, elle découvre beaucoup de choses. Puis c'est une jeune fille qui est très intelligente puis qui bénéficie de cette espèce de surdose d'accompagnement-là. Donc, elle aime beaucoup ça. C'est des romans qui sont à la fois durs et drôles, sont bien dosés, sont intelligemment écrits. Il y a plein d'autres thématiques qui vont se glisser dans le roman, à savoir les relations amoureuses, la maladie chronique et dégénérative,
L'aide médicale à mourir va être abordée. La violence conjugale va être abordée. Et tout ça, je vous le garantis, de façon très bien dosée, sans jamais que ça devienne lourd ou même sans jamais que ça devienne pathétique. C'est un tour de force, vraiment. Un magnifique roman. Donc, La chose d'Élisabeth Barry-Lessard, paru aux éditions Les Malins. Puis les couvertures aussi sont super Oui, belles. vraiment. Prenons un moment pour... On J'adore. On a un qui est tout bleu avec 3 éléments. Le sous-titre du tome 1, c'est Pieds de poule mouillés. Et on a une maison, des cœurs, puis une bouteille de ketchup sur la couverture. Puis le deuxième, ça s'appelle Belette au beurre noir. Puis on a une bouteille de shampoing, une chaise transat, là, comme pour sur la plage, puis une bouteille de sirop d'érable. Une canette de sirop d'érable. C'est magnifique. Puis là, j'avais prévu arrêter ma présentation ici, mais j'ai lu un roman en fin de semaine. Puis là, je me suis dit, je peux pas ne pas en parler. Tu as parlé d'Émilie Rivard tantôt avec la collection Parcelles. Oui. C'est un hasard, c'est un roman d'Émilie Rivard. C'est un roman qui est paru il y a comme 6 jours à peu près. C'est aux éditions Bayard Canada. Ça s'appelle, écoute bien ça, Cadavre recherché, mort ou très mort. C'est parfait, j'adore. Ben, je l'ai lu parce que le titre m'intriguait. Ben oui, ça m'intrigue. La couverture aussi, elle est vraiment magnifique. J'ai pas regardé qui avait fait la couverture. Je vais aller chercher l'information. Ariel Corbeau, magnifique travail d'Ariel Corbeau. On dirait de la lithogravure un peu. Il y a un style un peu impression de lithogravure, vitrail. C'est très intriguant. Je pense que ça set le ton. Oui, puis il y a des vitraux en haut. Puis quand on regarde bien, dans les vitraux, il y a des corbeaux, une bague de fiançailles, une bouteille de Mountain Dew, un sextant, puis des biscuits chinois. Puis en bas, toujours dans les vitraux, il y a du Wi-Fi, puis des barres de connexion Internet. T'sais. Donc, c'est quand même assez intriguant. Alors, j'avais déjà lu plusieurs romans d'Émilie Rivard qui a publié vraiment beaucoup. Entre autres, pour les adolescents, elle avait publié aux éditions Bayard Ma vie autour d'une tasse John Deere. À l'époque, le nombre d'années, là, ça m'échappe, mais je me rappelle que c'était assez novateur parce qu'il y avait un personnage principal homosexuel, puis il y avait d'autres affaires dans sa vie qui se passaient que d'être homosexuel. Puis ça, je me rappelle que c'était assez nouveau. C'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Elle avait publié aussi aux éditions Espoir en Cannes les excellents romans Première Avenue puis Notre-Dame-des-Anges qui se passaient aussi dans la région, à Québec. Chez Boomerang, c'est elle qui écrit la série Gecko, la série Gecko Plus avec Mika. Donc vraiment, elle a une grande histoire de publication, mais c'est la première fois que je lis un roman. Puis qu'en lisant le roman, je me dis « Oh, j'aimerais ça que cette autrice-là devienne mon amie. » J'aime ça! Vraiment, je le lisais, je me disais « Oh, j'aimerais ça être son amie. Elle est tellement brillante, cette fille-là. » C'est drôle! Ah oui, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Écoute, ben oui, Cadavre recherché, mort ou très mort. Puis c'est drôle, tu sais, c'est de l'humour noir, en fait. On est carrément dans l'humour macabre, l'humour noir. Là, quand j'ai lu, parce que je me suis levée tôt samedi, ou dimanche, puis il était comme 6h30 du matin, ma famille dormait, puis je riais à voix haute dans mon salon. Bon, c'est pas peu dire. Ça a réussi à me faire lire à voix haute. Je vous jure, je pense qu'il y a 2 ou 3 blagues par phrase. Wow. OK, c'est des jeux de mots, c'est des mots d'esprit, c'est des blagues, c'est vraiment brillant. Ça pourrait quasiment être dans ma chronique. Ça pourrait, oui, tout à fait, ça pourrait être dans ta chronique. Il y a des passages, oui, ça pourrait être dans ta chronique. On se retrouve avec le personnage de Janine. Alors là, on part de Pauline à Janine. Alors, on se retrouve avec le personnage de Janine, qui est une ado qui est à la fin de son parcours secondaire et elle doit décider dans quel domaine elle doit aller étudier. Est-ce que tu as déjà fait une rencontre avec l'orienteuse? Ou l'orienteur ou l'orienteuse à l'école? Non. Moi, à mon époque, en tout cas, on a fait ça. Sais-tu qu'est-ce que ça m'avait donné? Je suis curieuse. Jardinière d'enfants. OK. Ça, c'est pour travailler comme dans une garderie, mettons. Mais tu m'imagines pas là. Ben, ça se peut pas. Pas vraiment. Ou violoniste. C'est dommage précis. Oui! Puis moi, là, il n'y en a pas de rythme à l'intérieur de moi. Il n'y en a pas d'oreille à l'intérieur de moi. Puis je sais pas jouer du violon. Fait que comment ça se fait que ça m'avait donné jardinière d'enfants ou violoniste? Je le sais pas. Elle, ça lui donne thanatologue. Mais qu'est-ce? Croque-mort. Donc, tu travailles dans une place là, où les cadavres arrivent, puis tu dois les préparer pour... puis salon mortuaire, là, tu sais, propriétaire de salon mortuaire. Jaja, on va l'appeler Jaja, c'est son petit nom, elle n'est pas bête. Hein? Elle se dit, on commence pas une technique à l'école professionnelle sans savoir si les cadavres, ça va nous écœurer, hein? Parce que c'est quand même un peu délicat comme sujet. Alors, ben c'est ça, cadavre recherché. Elle part à la recherche d'un cadavre pour au moins une fois en voir un puis savoir comment elle va réagir. Donc, toutes les pistes sont bonnes. Elle commence à penser au meurtre. Bon, plus ou moins prometteur. Elle va aller visiter des funérailles d'inconnus.
Ben se oui. faire même passer pour des membres de la famille. Elle va rechercher la morgue à l'hôpital, essayer de trouver si elle peut aller à la morgue. Elle va, en tout cas, la chasse aux cadavres est ouverte. Donc, c'est ça l'histoire. Comme je l'ai mentionné tantôt, chaque phrase est rigolote. L'écriture est intelligente, drôle, vive, je dirais même incisive. On nage assurément dans l'humour macabre, puis par le fait même, ben, on aborde la question de la mort ou même des morts, puis en même temps des perspectives d'avenir. Et je dirais même de la perception publique d'une perspective d'avenir. Parce qu'en filigrane, ben, la mort côtoie la vie dans ce roman-là. Ouais. La jeune fille va devenir marraine d'un tout nouveau bébé dans sa famille. Et quand elle annonce aux parents qui viennent de lui demander d'être marraine, qu'elle veut devenir thanatologue, les parents sont comme vraiment déçus. Ouais. Ils trouvent ça vraiment, vraiment curieux. C'est une lecture que je suis certaine qu'il va devenir incontournable cette année. On fait partie d'Ago On Lit. Nous autres, on travaille avec Ago On Lit. C'est sûr que c'est un livre que je vais recommander pour Ago On Lit. Je pense vraiment par le côté humoristique. C'est un livre qui est court, c'est un livre qui est écrit aussi d'une façon très lisible. Je pense que c'est un roman qui pourrait donner l'envie de lire à des lecteurs moins lecteurs, donc moins aguerris en lecture. Puis il y a l'humour qui ajoute un rythme incontesté puis qui fait en sorte qu'on n'a pas envie d'arrêter de lire. Alors voilà, 4 suggestions qui vous offrent du réconfort pour tous les goûts, soit par le biais du voyage, par le biais de la musique, par les relations qui se tissent, des familles qui s'aiment, puis de l'humour qui dédramatise aussi plein de situations. J'espère que ça donne envie de lire quelques romans pour ados. Les romans pour ados, c'est aussi des romans pour adultes. Ben oui. Assurément. Moi, c'est mon plaisir coupable. Ah J'aime oui. ça, oui. Moi, c'est mon plaisir pas coupable. Ah, c'est bon, ça, je devrais commencer à dire ça. Ouais. Pour conclure ce premier balado, donc, on vous annonce qui s'en vient en mars chez Pouce Carré. Alors, attachez-vous, attache-toi, Rose. Oui, oui, oui. On a tout un mois de mars qui s'en vient. Alors, premièrement, on a 2 nouvelles maisons qui sont représentées dans notre équipe de maisons d'édition représentées. On va commencer à travailler avec les éditions Orca pour des représentations au Québec, puis les éditions Station T. Alors, tu sais pas ça, mais tu repars avec une grosse boîte de livres chez toi pour lire les livres des éditions Station T. Orca, on devrait les recevoir bientôt. On a plusieurs présentations de nos maisons d'édition représentées qui sont prévues au Québec et hors Québec. Alors, on vous annonce 26 mars, la journée Pouce Carré dédiée aux primaires. Donc, c'est Rose qui va l'animer. Vous allez avoir accès aux albums primaires qui sont diffusés par la boîte de diffusion et aussi aux livres de la courte échelle pour le primaire. Ensuite, on va faire une présentation de livres pour les enseignants qui sont membres du Metropolitan Edmonton Regional French Immersion Program en Alberta. Une présentation de livres pour les conseillers pédagogiques au Anglophone School District au Nouveau-Brunswick. On va rencontrer les bibliothécaires et les techniciennes en documentation du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois à Montréal. Puis on va rencontrer les enseignants du Collège Stanislas à Montréal. Tout ça pour nos représentations de livres. En matière de formation, toujours au Collège Stanislas, mais dans un autre contexte, cette fois-ci, on va offrir une formation aux élèves sur les stéréotypes de genre dans les mangas. Oh, j'adore! Ça devrait être vraiment intéressant. Puis, on offre la formation Jouer et écrire à partir des livres qu'on donne aux enseignants du Niagara School District Board en Ontario. On donne 3 formations pour les bénévoles de Lire et faire lire. Il y en aura une à Lévis et 2 à Montréal. Et en parlant de Lire et faire lire, on continue à faire des suggestions de livres aux bénévoles via leur infolettre et leurs réseaux sociaux. En plus de tout ça, le 26 mars, vous pourrez nous retrouver au Salon du livre de Trois-Rivières. On va être au kiosque des éditions Bayard pour accueillir et conseiller les enseignants qui sont invités à la Journée des enseignants. Et les 18 et 19 mars, on anime une cabane à culture. Alors, cabane à culture qui est un projet de Bibliothèque Archives nationales et École en réseau qui va mettre en vedette, en valeur, les projets de l'herbier du frère Marie-Victorin et les projets de design créatif de la hutte de BANQ. C'est destiné au 2e cycle, accessible sous inscription. On vous met les liens sous la description du balado. On vous invite, bien sûr, à suivre notre infolette, nos médias sociaux pour avoir des nouvelles de nos activités puis toutes nos suggestions de livres. Et
Ben, dernière question avant de partir pour la relâche. Rose, qu'est-ce que tu lis pendant la relâche? Ben, je me plonge dans un classique, Les filles de Caleb. Oh! Oui, je suis en train de terminer le premier tome, puis je vais poursuivre ça. On s'en va dans un chalet pendant la fin de semaine. Je pense que ça va être l'ambiance parfaite pour me plonger là-dedans. Ben, en plus, le deuxième tome avec Blanche, Oui. dans la blancheur de l'hiver. Ben, tu sais quoi, moi aussi, je suis dans la blancheur de l'hiver. Oui. J'ai emprunté à la bibliothèque Le poids de la neige de Christian Gué-Poliquin. Donc, je faisais des recherches pour les projets qu'on fait avec Laval sur les saisons. On a un projet pour les personnes en perte d'autonomie sur les saisons. Puis, je suis tombée sur ce roman-là que j'ai jamais lu. Alors, c'est ce que je vais découvrir. On pourra s'en reparler. Bien sûr. Bonne lecture, tout le monde. Oui. Alors, on espère vous retrouver pour notre prochain épisode de Sur le pouce carré. Oui, merci. Merci.